Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Joyce pour une nouvelle émission de la Team WeWeb. Comment ça va, Joyce? Ça va pas mal et toi? Bah ça va, un peu encore en train de me remettre de ma course d'hier, mais ça va. T'as fait J'avoue un que beau ça, score? j'ai fait un beau score, je trouve. Personnellement, je suis content de mon score, mais j'ai des Nice. courbatures. Et je sens que je suis pas à 100% non plus aujourd'hui, donc si vous me sentez un peu lent, c'est normal. Salut Otakman. Salut. Salut tout le monde, je vois qu'il y a du monde. Il y a des nouveaux aussi dans le chat. N'hésitez pas à vous présenter. Comme d'hab, n'hésitez pas à nous interrompre et à nous poser des questions. On est là pour y répondre, tout simplement. Et aujourd'hui, on va continuer un peu notre live sous le format Office Hour, où j'ai repris des questions qu'il y avait sur le channel WeWeb, sur le Slack No Code France. On le rappelle, on est sur le Twitch de No Code France, plus grosse communauté francophone de No Code. Pour ceux qui ne connaîtraient pas dans le chat, n'hésitez pas à les rejoindre. Et le channel WeWeb, donc la boîte pour laquelle on travaille, c'est la communauté francophone officielle, donc sur le Slack No Code France. Et du coup, il y a pas mal de gens qui nous posent des questions. Et j'en ai pris certaines et je vais y répondre en live. Donc on en avait trois que j'ai trouvé. Il y avait comment récupérer l'IP d'un utilisateur dans WeWeb, parce qu'il faut savoir que comme WeWeb est un outil front-end, on peut accéder à l'IP de l'utilisateur. Et je mettrai un petit guillemet à ça parce qu'il faut le signaler à l'utilisateur. Parce que dans la RGPD, vous n'avez pas le droit de stocker des IP comme ça gratuitement. Il faut juste C'est une prévenir donnée l'utilisateur. personnelle. C'est une donnée personnelle, on peut identifier une personne grâce à une IP. Ensuite, on avait comment vérifier qu'un fichier uploadé par un utilisateur est en dessous d'un certain poids. Donc typiquement, quand vous faites par exemple un sign-up, donc l'utilisateur s'inscrit, vous lui demandez une image je sais pas, de profil, et vous voulez vérifier qu'elle est sous un certain poids. Donc ça, on peut le faire dans WeWeb aussi côté front-end, mais je rajouterai aussi qu'il faut le faire côté back-end, parce qu'on ne sait jamais. Il faut toujours double vérification si possible. Et enfin, ça c'est un truc qui est demandé assez souvent. Je pense qu'on en fera peut-être même des tutos plus tard. Mais en gros, dans les formulaires, il y a beaucoup de personnes qui demandent comment je fais pour afficher un message d'erreur sous le bon champ, selon le type d'erreur qui s'est passé. Alors ça, je vais vous Alors on a montrer. déjà le tuto. Attends, je vais partager le On a tuto. déjà le tuto. Ouais, On a c'est dans déjà le l'académie. tuto. Ah bah oui, c'est Je dans vais le l'académie, chercher. stylé. Mais l'académie, je me souviens jamais ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses. Il y a trop de C'est de ma choses. faute. Il y a trop de choses, c'est trop complet. Mais du coup, on va vous montrer un peu comment le construire, mais c'est pas si compliqué. C'est surtout des workflows. Et on verra plus tard que oui, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut le faire pour chaque formulaire, mais avec les nouveaux composants réutilisables qui vont arriver dans les mois à venir, vous n'aurez plus besoin de le faire plusieurs fois. Vous pourrez abstraire ça dans un composant formulaire. Et C'est ce que voilà, la l'académie est gestion en des erreurs. anglais, donc on vous fera peut-être quand même un tuto en français, rien que pour vous, quoi. Yep. Du coup, je vais vous Salut passer Xavier, salut sur Corky. mon autre écran. Si B0B. Arc fait pas n'importe quoi. Voilà. Hop là. Et je vais partager mon écran. Alors. Salut Benoît. Salut Benoît. Et merci pour la Salut tout question, le du coup, monde. parce que la question sur la taille des fichiers, il me semble que c'était la tienne. Exactement. Donc voici mon petit formulaire. Je pense qu'on va le recréer ensemble, mais il y a un truc pas mal ce formulaire, c'est que quand je fais submit, si je fais submit, bon là déjà on va me dire d'uploader un fichier. Et par exemple, si je mets un fichier supérieur à 1 méga, il va me dire normalement que le fichier est trop gros. Alors ça peut prendre un peu de temps, ouais, voilà, parce qu'il faut le temps de l'uploader. Donc là, je vais mettre un Salut Joe fichier Black. plus petit. Et là, normalement, ce qu'il va me dire, c'est qu'il n'a pas mis de nom. Pareil, il faut attendre l'appel d'API parce que là, je vous montrerai, mais je fais tout côté. En fait, je vérifie côté backend et ça le renvoie à WeWeb. Et du coup, ça va l'afficher. Voilà. Donc là, il me dit d'entrer un nom. Et si j'avais aussi rentré un nom et pas d'email, il me dirait la même chose en dessous, please enter an email. Et je vais juste changer. Hop, enter your name. Voilà. Donc en gros, j'ai un formulaire avec, vous voyez, ces petits textes. C'est la gestion de la taille du fichier. Et j'ai aussi un workflow pour récupérer l'IP de l'utilisateur quand il soumet le formulaire.
pour l'envoyer Tu nommes... éventuellement à mon backend. C'est quoi ta convention de nommage de fichiers? Là, c'est des fichiers qui viennent littéralement de LinkedIn ou de Google Images. Donc, il y en a 0. Qui sont très longs. Mais oui. J'avoue, ça dépasse. Donc, voilà, en gros, comment fonctionne ce formulaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le recréer avec vous. On va se créer une nouvelle page. Il y a Benoît qui demande pas moyen d'évaluer la taille d'un fichier avant d'uploader complètement un fichier volumineux. Donc, pendant l'upload. Je pense pas dans WeWeb pour l'instant. Je sais pas si c'est possible en vrai, parce que techniquement un fichier, oui, tu le stream vers un back-end. Donc peut-être qu'il y a une API dans le navigateur, mais c'est une bonne question, je ne saurais pas te répondre comme ça. De tête. Je pense que c'est possible. Mais après, ce qui va se passer de toute façon, c'est que à terme, spoiler alert, je vais travailler avec un des développeurs de WeWeb plus sur la partie plugin. Et on a déjà en tête de rajouter des plugins type UploadCare et autres pour vous permettre de gérer l'upload des fichiers vers plusieurs backends de votre choix. Et je crois que ces outils nativement gèrent le poids des fichiers avant de les envoyer. Donc je pense que notre recommandation, ce sera de passer par ces outils. Et quand tu dis avant de les envoyer, c'est avant de les envoyer au Vers back-end? le Parce que back-end, là, en fait, ouais. Et parce que là, en fait, on peut vérifier avant d'envoyer au back-end. C'est juste que on vérifie. Enfin, il est uploadé à notre CDN, quoi. Enfin, sur notre CDN. On peut pas vérifier avant. Oui, qui techniquement est un back-end aussi. Ok, d'accord. Mais je crois dans l'API des navigateurs que le navigateur, il peut regarder... En fait, quand tu choisis un fichier, il va regarder les métadatas du fichier depuis le système d'exploitation. Ok. Et il va dire oh bah le fichier il est déjà trop gros en fait. Il me semble que c'est possible, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble. Il y a Xavier qui dit c'est la prescience. Ça se rapproche de la magie. Alors, on va se rajouter un petit formulaire. Hop, on va le centrer. Boum, on va enlever ça. On va copier ça. Changer le placeholder parce que je suis un psychopathe. Voilà. Et que sinon ça me... Enfin, je trouve ça bizarre. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. C'est des petites manies qui ne servent à rien. Là, on va rajouter un file upload input. Hop, on va lui mettre une marge au-dessus pour être raccord avec le reste. Et normalement, on sera bon. Vous sentez là que je suis déjà un peu plus fatigué que d'habitude? Je sens moi-même que je suis en Ouais, moi, je me galère. suis frotté les yeux, tu vois. Tu m'as fatigué, je me suis frotté les yeux en mode ah, je ferais bien. J'avoue que c'est l'heure de la sieste, là. Pourquoi on fait des lives à cette heure-ci? Parce que les Alors là, gens aiment écouter nos voix pendant qu'ils font la sieste. pendant qu'ils mangent. Du coup, ça, je vais l'appeler name input. Lui, je vais l'appeler email input. Alors, vous voyez que volontairement, pour vous montrer là, je ne vais pas les mettre en required. Comme ça, l'utilisateur peut oublier de les entrer, enfin de taper du texte dedans. Mais en vrai, notre backend, il va attendre ces champs-là. Donc, on va gérer ça avec des messages d'erreur. Et là, ouais, je vais le laisser en required. C'est pas grave. Ensuite, ce que j'ai fait d'un autre côté, c'est que j'ai créé dans Xano un endpoint qui sert à rien, c'est juste pour la démo, mais qui en gros attend le nom, l'email, l'image de profil et l'IP de l'utilisateur. Et en fait, si un de ces champs est manquant, lui, en fait, il veut tout en required. Donc, si un de ces champs est manquant, il va nous renvoyer une erreur. Vous voyez, à chaque fois, il y a required. Il va nous renvoyer une erreur et nous dire bah, c'est pas bon, il me manque tel ou tel champ. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais rajouter mon endpoint. Donc, je vais aller sur mon formulaire. Je vais rajouter mon workflow and submit. Je vais faire un REST API request qui est un post vers data to backend. Donc, il y a un post vers ce champ-là. Ensuite, je vais rajouter mes champs. Du coup, touk. Je vais prendre name, email, profile. Alors oui, j'utilise REST API, mais je pourrais utiliser
le plugin Xano. Mais là, je voulais vous montrer spécifiquement avec REST API, parce que pour vous montrer qu'en fait, ce qu'on va faire, ça peut s'appliquer à n'importe quel backend. Là, j'utilise Xano, mais la logique de validation, vous pouvez vraiment l'utiliser avec n'importe quel backend. Là, je vais prendre le champ name. Ici, je vais prendre mon champ email. Mon profile picture, je ne vais pas donner de nom, j'imagine. Ouais, alors on va l'appeler profile picture input. Hop, je vais retourner sur mon container. Ah bah tiens, Benoît qui vient de demander, tu n'utilises pas le plugin Xano. Bah alors, je pourrais, Ouais, mais je là sais c'est qu'il pas devait le y cas. avoir un petit délai. Je me demandais si tu avais vu son commentaire et que c'est moi qui l'avais en délai. Non, non, les grands esprits se sont rencontrés en même temps, je crois. Alors, premier truc pour l'image. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire, comme le dit Skokoko, très bon pseudo d'ailleurs. On peut probablement le faire en JS. Il faudrait que je demande à ChatGPT. On pourra regarder, tiens. Mais là, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant, je vais faire le upload file de WeWeb. Ce que fait le upload file de WeWeb, c'est qu'on va l'uploader sur notre CDN, donc on l'envoie sur sur Amazon Web Service. Et en fait, on va récupérer les infos. Et typiquement, on peut récupérer l'URL pour l'envoyer à Xano. Ça, c'est un problème que les gens ont souvent. C'est que Xano, il veut soit un fichier, il veut les métadatas d'un fichier, et en vrai, on n'a pas l'action dans WeWeb, mais en gros, c'est demander au navigateur, justement, je crois j'espère pas dire de bêtises, mais il me semble qu'en fait, ce que fait le navigateur, type Chrome ou Firefox, c'est qu'il va mettre le fichier en mémoire dans le navigateur. Je ne sais plus si c'est en local storage ou autre, et il va envoyer les informations au back-end. Ça, on n'a pas l'action. Je pense qu'on le fera, ça doit être dans la roadmap. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que Xano accepte aussi une URL. Donc, en gros, vous pouvez récupérer l'URL du CDN de WeWeb. Si là, je fais upload profile picture to WeWeb CDN, upload file, il va me demander un élément. Là, je vais lui donner l'élément sur ma page. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais le tester. No file selected, évidemment, parce qu'il faut que je mette un fichier. Hop. Du coup, mon fichier avec mon nom beaucoup trop long, comme le disait Joyce. Là, vous voyez qu'en résultat, j'ai une URL, le nom, et j'ai surtout la taille. Donc là, j'ai mon fichier. Et ce que je vais faire, c'est que dans mon profile picture, ici, dans Xano, je vais aller dans les résultats des actions précédentes, et je vais prendre l'URL. Voilà. Et là, en gros, ça permet... En fait, ce que va faire Xano, c'est tout simplement, il va télécharger le fichier depuis l'URL. Mais du coup, ça marche avec dans Xano avec les file resources. Vous voyez que ça, c'est un type file resource, le profile picture, donc il a besoin d'un fichier. Donc, vous ne pouvez pas lui envoyer... en fait, vous ne pouvez pas prendre le contenu du champ input upload de WeWeb tel qu'il est, parce qu'en fait, par défaut, vous n'avez que le nom du fichier. Là, vous avez vraiment besoin d'avoir le contenu du fichier et ou une URL depuis laquelle Xano peut télécharger le fichier. J'ai pas compris. T'as pas compris? Alors attends, C'est quoi je vais réexpliquer. C'est un champ spécial file resource dans C'est un Xano? champ spécial de Xano il attend un fichier, Ah, soit du une coup, tu image fais... ou un PDF. Ouais, ok. Parce Ok, que, mais du et en coup, là, fait, si tu là, tu l'utilises, enverrais pas l'URL. si, parce que ce que va faire Ok, ah, Xano, c'est qu'il va uploader le fichier depuis l'URL, il va la télécharger. Parce ok, qu'en fait, je si tu savais n'utilises pas, pas parce ce que moi, type en de fait, du champ, coup, j'ai un champ texte. Enfin, tu vois, mais quand je fais ça, en fait, j'envoie un champ texte et j'envoie juste l'URL à Xano. Du coup, j'ai pas les métadonnées et tout ça. Ok, je oui, c'est savais ça, pas qu'il parce y qu'en avait... gros, Trop bien. si tu fais un file resource, il va l'uploader sur son CDN. Donc Xano, ils sont chez Google. Donc en vrai, c'est GCP derrière. Et tu auras la metadata dans Xano et tu pourras te balader Ok. dans ton projet et aller dans, je sais plus où c'est pas dans database, mais ils ont un truc avec les fichiers. Library. Ouais, voilà, dans Ok, Files, je tu les connais ça. verras apparaître. Je Ok, crois trop d'ailleurs bien. que j'ai les images. Non, bah, j'ai rien uploadé pour l'instant, évidemment. Mais en J'en gros, c'est profite sur pour le dire... CDN de Xano. Ok. Je profite pour dire Kikou 210 VWHX. Et Xavier qui nous raconte sa vie. Ça fait trop plaisir de devoir écouter en faisant à manger avec la clim qui me met au frais. Voilà, je raconte ma vie.
Moi, j'ai le ventilo, j'espère qu'on l'entend pas parce qu'il fait beaucoup trop chaud là. Il fait 26 degrés à l'est. Dans l'Est? Mais il est pas dans l'Est, Xavier? Non? Bah, il est en Picardie, non? C'est pas à l'est, mais c'est Ah oui, mais non, mais c'est oui, non, mais c'est les cousins, j'ai rien dit. c'est les Je cousins. suis en tant que Lorrain, c'est les cousins. Hem, Mais du coup, pardon, excuse-moi, du coup, ouais, si on utilise le upload file de WeWeb, en fait, ça veut dire qu'on a notre fichier à la fois sur le CDN de WeWeb et si on utilise le file resource de Xano, on l'a à 2 endroits, en fait. On l'a sur 2 CDN, celui WeWeb et celui exactement. de Donc il y a des gens OK. qui nous ont demandé: «Est-ce qu'on peut l'enlever du Ouais, CDN de WeWeb?» Il y a pas encore l'action, mais on va la rajouter. Mais le plus efficace, ce sera qu'on va rajouter des plugins qui vont directement l'envoyer au bon endroit ou on mettra l'action upload depuis le navigateur, je pense. ouais, Nous, on avait fait upload vers notre CDN parce que la plupart des utilisateurs, ils ont même pas de CDN sur leur backend externe. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter bah là, vous pouvez utiliser le CDN de Xano comme ça et on va rajouter une action aussi pour uploader sur le CDN de Supabase et petit à petit, on va rajouter de plus en plus de CDN, voire ouais. même une connexion directement vers S3, qui est le CDN de Amazon nous, on utilise. OK, si. Et en fait, Enfin, c'est pas... Xavier est en Champagne, pardon. En Champagne? Ah bah oui, bah Team Grand Est. Benoît qui dit par rapport à Nantes, c'est l'est. Ah oui, mais dans ce cas-là, Mais il faut savoir, petite digression là, parce que ça dit il fait pas chaud dans l'Est. Dans l'Est, il fait très chaud l'été, hein. Nous, il fait froid l'hiver et chaud l'été. On est presque comme l'Allemagne. Voilà. Ensuite, ce que je voulais faire, c'est tester la taille de ce fichier. Donc là, vous voyez que j'ai un size qui est en octets, si je me souviens bien, ou en bytes. Ouais, ça doit être en bytes parce que on est sur des CDN américains, donc je pense que c'est des bytes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un true false. Et là, je vais checker si mon image, elle est trop grande ou non. Donc pour ce faire, ma condition, je vais la binder à la réponse, donc à la taille, et je vais tout simplement faire inférieur ou égal à, hem, du coup, je voudrais qu'elle fasse moins d'1 mégabyte, donc ça me fait, hop, on va demander à Google. Oui, tout simplement, je suis bête. C'est Attendez, parce que je vais prendre les bytes en binary, voilà. Parce que c'est pas 1 million techniquement, vous savez, les mémoires d'ordinateur, c'est, des multiples de, enfin, c'est des octets, c'est 1024, 2046 et ainsi de suite, ou 48, je sais plus. Enfin, je dis ça rapidement. En gros, faites une recherche Google et allez chercher la taille en octets. Là, vous voyez que comme c'est inférieur ou égal, c'est bon. Si mon image était plus grande, ça me serait faux, donc ça passerait dans false. Et ce que je peux faire, c'est tout simplement mon send data, to backend, je vais le mettre uniquement, non, quand c'est pas is too big d'ailleurs, c'est profile picture size is under. Hop. Donc du coup, si c'est vrai, c'est que l'image est sous 1 mégabyte, donc je vais envoyer la data, la donnée à mon backend. Sinon, ce que j'ai envie de faire, c'est, on va le faire plus tard, c'est que j'irai afficher un message d'erreur justement sous le champ pour dire: «Hey, ton image, elle est trop grosse, s'il te plaît, heu, upload-en une plus petite». Voilà, donc voilà comment on gère ça, au niveau de la taille. Et un autre truc que je veux faire, c'est typiquement, ça c'est Ambroise qui nous avait demandé si j'ai envie de récupérer l'IP de l'utilisateur. Donc là, je pars du principe que mon back-end, il a aussi besoin ici de l'IP de l'utilisateur. Donc ça, on n'a pas d'action. On pourrait, l'intégrer. Je pense que bon, on l'intégrera plus tard, mais il y a des services qui te permettent de récupérer l'IP et typiquement, il y en a un qui est assez connu, c'est IPify. Je vais vous envoyer l'URL dans le chat. C'est un outil qui ne garde pas de log, est gratuit et qui permet de récupérer la donnée, notamment sous forme de JSON. Et en gros, ce que vous avez à faire, c'est juste un get sur leur URL et ça vous renvoie l'IP. Donc là, tout le monde va voir mon IP, mais c'est pas grave. Ah, pourquoi il me l'a cherché sur Google? Je vais qu'il aille sur l'URL directement. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai juste un JSON avec mon IP. Donc ce que je vais faire, c'est au moment d'envoyer le formulaire, je vais faire une requête REST API.
je fais get user IP. La question ou la réponse, c'est sans doute ça dépend. C'est-à-dire, c'est quoi la bonne taille pour un temps d'affichage acceptable dans WeWeb? De quoi parles-tu, Benoît? C'est peut-être, lié au fait que enfin, je laisse Benoît répondre, mais je me dis que là, il y a un gros lag. Tu sais, il y a bien 2-3 secondes qui se passent entre le moment où la personne upload et le moment où on affiche le message que le fichier est trop gros. Non, attends, parce La que là, taille c'est d'une la taille d'une image. image. Bah, il y a pas de règle. En vrai, plus une image est lourde, plus elle va mettre de temps à s'afficher et ça dépend de la connexion des gens. Ça dépend pas de WeWeb. Si quelqu'un a une connexion pas ouf, ça va mettre beaucoup de temps. Si quelqu'un a la fibre, ça va aller vite. Donc c'est un peu à toi, c'est une décision un peu produit. Il y a pas vraiment de Après, tu as des trucs aussi de résolution. Typiquement, si tu l'affiches en tout petit, tu vas dire aux gens d'éviter de t'uploader une image en 4K, tu vois? Ou même en Full HD, si c'est vraiment une toute petite image de profil. Après, je me souviens que pour les trucs de SEO, par exemple, les outils de SEO te préviennent quand une image est supérieure à 100K. En mode, c'est trop OK. gros, quoi. Enfin, genre, Screaming Frog, par exemple, je crois que c'est le nom du truc. Il te signale, ces images-là, quoi. Après, OK. quelquefois, en pratique, c'est compliqué de Ouais, puis après, tu as des moyens mmh, d'améliorer ça. Tu as des ouais. types d'images comme le Progressive JPEG. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, ton image, elle est compressée, sur plusieurs niveaux et il va charger l'image la plus compressée et ensuite il va remonter petit à petit et si quelqu'un qui a une très bonne connexion, il va même pas voir, ça va se faire tellement vite qu'il va avoir la belle image et des gens qui ont des mauvaises connexions vont avoir l'image plus compressée. Ouais. Et Mais oui, après, un ça truc que dépend tu pas. peux faire aussi, c'est, tu vois, tu peux forcer les images qui sont enfin, les images qui sont en dessous de ta section hero, quoi, de la section visible au début, tu peux les mettre en c'est lazy load, c'est ça que ça s'appelle? Ouais, Pour qu'elles soient loadées, comme ça, au moins, si par exemple, tu as plein d'images sur la même page, tu te focuses sur loader vite la première, enfin celle qui est visible dès le début, mais boum. celles qui sont en dessous, Ouais, voilà. Dans tu les les loads options au ici, fur et à mesure. par défaut, tu es en lazy. Tu peux mettre Ouais. eager pour elle charge tout de suite, mais lazy, en gros, ce que va faire le navigateur, c'est qu'il va la charger juste avant que l'utilisateur scrolle dessus. Et ou si c'est dans le haut de ta page, il va la charger tout de suite. Donc si tu veux avoir un bon score SEO, ouais, souvent, il y a des gens qui nous disent, «C'est bizarre, ma page, elle est lente» et évitez de mettre 15 000 images dans le haut de votre page aussi, qui sont Mmh. énormes, parce que forcément, ça ralentit votre page et la en fait, les images, c'est un contenu bloquant. Le navigateur est obligé de les télécharger en une seule fois, donc il va pas pouvoir faire autre chose en attendant. Alors que typiquement du CSS ou le JavaScript, quand c'est optimisé, les navigateurs savent très bien l'exécuter en parallèle. Donc ils vont faire ce qu'on appelle, peindre, donc ils vont commencer à rendre des éléments, mais ils peuvent en faire plusieurs au même moment. Alors que si le haut de ta page, c'est uniquement des images, il va devoir les charger et il va attendre à chaque fois de les avoir chargées avant de faire autre chose. Donc ça, c'est plus des règles SEO, en vrai, mais ça marche sur tous les outils. Donc ouais, c'est bon à savoir. Alors là, on va faire un get sur mon URL. Je peux mettre le format JSON comme ça, mais je vais le mettre en query string dans WeWeb, ce sera plus propre. Si plus tard je veux changer le format. Et là, si je fais un test, vous voyez que j'ai récupéré mon IP. Donc ce que je peux faire, c'est ici aller binder ça au résultat et j'ai mon IP. Voilà. Que j'envoie à Xano sous un champ texte, mais bon, ça pareil, vous pouvez changer selon votre backend. Donc là, techniquement, mon ma requête vers mon backend devrait fonctionner, mais si je teste, vous voyez que j'ai une erreur 400 et si je vais dans la réponse, alors ça pareil, c'est un truc qu'on va améliorer. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, «Je comprends pas pourquoi ça bug ma requête à mon backend». Là, c'est pas WeWeb, c'est vraiment il y a une requête 400, ça veut dire que c'est Xano qui renvoie une erreur et nous, ce qu'on fait, c'est que si vous allez dans la réponse, vous pouvez voir ce que vous renvoie le backend. Donc ça, c'est différent selon, c'est vraiment comment vous avez configuré votre backend ou l'API que vous utilisez. Mais typiquement, Xano, ce qu'il fait, c'est que quand il nous manque un champ, il va renvoyer une erreur 400, il va envoyer le code error code input error et il va envoyer un missing param, le nom du param qui manque. Et en fait, on va se servir de ça pour afficher notre message d'erreur dans le formulaire. Et du coup, oui, quand vous avez des erreurs avec le REST API ou Xano ou n'importe quel plugin, n'hésitez pas surtout à aller dans la réponse et à vous balader dans le contenu, parce que ça, c'est le contenu de la réponse tel que le renvoie le backend. Et nous, on essaie de ne pas l'interpréter.
On a des projets plus tard d'essayer d'utiliser ChatGPT et autres pour automatiquement vous expliquer l'erreur. Mais souvent, on nous dit: «Oui, c'est bizarre, oui web bug». Là, non, c'est volontairement une erreur qui vient du back-end et c'est pas grave d'avoir des erreurs de back-end parce que là, dans ce cas-là, c'est attendu. S'il nous manque un champ, c'est normal qu'on ait une erreur. Donc on va l'utiliser pour pouvoir réagir dans WeWeb. Du coup, alors ce que je vais déjà faire, c'est que je vais préparer l'action si mon image est trop grande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une action que je vais appeler display error for profile picture. Et là, je vais changer la valeur d'une variable. Et cette variable, je l'ai appelée pictureInt. Donc c'est un objet. Je vais vous montrer en gros parce que ça, je les ai pas créés, enfin je les ai créés avant le live, mais en gros, pour chaque champ, j'ai une variable de type objet avec dedans un champ display qui est par défaut est faux et un texte qui est vide. Alors ça, c'est moi qui ai choisi la forme. Ça pourrait être n'importe quelle forme, hein. Ça pourrait être une seule variable pour tout mon formulaire. Ça pourrait être 2 variables par champ parce que là, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le texte dynamiquement selon l'erreur. Et le display, vous en doutez peut-être déjà, mais c'est un booléen qui me dit est-ce que oui ou non je dois afficher le message d'erreur. Donc là, par défaut, il est faux. Et s'il y a une erreur, je vais le rendre vrai. Et en gros, j'en ai fait un pour l'image, un pour le nom et un pour l'email. Et ce que je vais faire, c'est que quand mon image de profil est trop grande, je vais changer la valeur donc, de ma variable. Du coup, je vais utiliser un createObject et je vais passer display en vrai. Et je vais passer texte en please upload an image under 1 megabyte. Voilà, donc là j'ai un objet avec display2 et mon texte. Ensuite, ce que je peux faire dans mon formulaire, c'est vous voyez ce petit texte ici additionnel, je vais m'en servir uniquement, je vais l'afficher uniquement quand il y a une erreur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le passer en rouge pour le rendre bien hardcore, que l'utilisateur le voit bien. Ouais. C'est la bonne pratique recommandée de gestion des erreurs et messages en input avec WeWeb. Oui. En fait, typiquement, on a un élément qui s'appelle alerte et qui utilise cette méthode. Ouais, et le composant alerte, tu sais, c'est un petit pop-up qui arrive d'en bas. Mais le composant alerte est très bien quand tu as une erreur globale dans ton app. Typiquement, tu as, je sais pas, une erreur d'API ou l'utilisateur vient de se loguer. C'est pas forcément des erreurs, d'ailleurs, tu peux le mettre en succès et tu peux dire vous êtes bien logué, vous avez bien été déconnecté, ce genre de choses. Mais dans un formulaire, c'est mieux de mettre l'erreur, quand l'erreur dépend d'un champ, c'est le mieux de la mettre en dessous du champ en question, parce que l'utilisateur va tout de suite comprendre quelle est l'erreur. Ah oui, pardon, du coup, je comprenais pas la question. Je croyais que tu demandais si c'était la bonne pratique, Benoît, de mettre à jour un objet. Mais oui, pardon. Du coup, en fait, je voulais dire si c'était la... Oui, mais du coup, c'est ça, j'avais mal compris ta question, Benoît, pardon. Sur les inputs, c'est la bonne pratique, oui, de mettre un texte comme le fait Quentin. Je pensais que tu parlais de mettre à jour un objet avec le message d'erreur. Du coup, le texte, je vais le binder à mon picture texte. Donc là, il n'y a rien. Mais typiquement, s'il y avait une erreur, je vais vous montrer, justement, je vais fake. Je vais faire semblant qu'il y ait une erreur, donc je vais activer ça. Vous voyez là, j'ai mon message d'erreur. Et là, ce que je vais faire, c'est que le conditional display, je vais le binder au fait que la variable doive s'afficher. Voilà. Et là, si vous avez suivi la logique, je vais copier-coller ça dans tous mes champs, et je vais avoir la même logique pour tous les champs, sauf que je vais utiliser la variable du champ en question. Donc typiquement pour email, le texte, c'est pas pictureInt.text, c'est email.text, donc là c'est vide. Et conditional display, c'est email.display. Donc là, c'est faux, c'est normal qu'il n'y ait rien qui s'affiche. Là, je vais faire pareil pour email. Boum. Et l'avantage quand il y aura les composants réutilisables, c'est que toutes ces variables et ces conditions et ces workflows internes aux composants du formulaire
vous pourrez l'abstraire dans un composant formulaire et vous n'aurez pas besoin de le refaire à chaque fois. Et l'utilisateur final, si vous êtes typiquement une agence, un freelance, ou que vous travaillez pour des gens plus business dans votre boîte, ils n'auront pas besoin d'être au courant de comment ça fonctionne dans la logique. Il y aura juste besoin de mettre le formulaire et à chaque fois que ça plante à cause d'une erreur, ça va automatiquement afficher ou pas le bon texte. Et ils pourront changer le design s'ils veulent. Alors, name, j'ai bien mis name ici? Ouais, c'est bien ce que il me semblait, j'ai mis email. Display. Vous allez voir que j'ai cliqué sur les mauvais trucs, c'est pas grave. Voilà, là j'ai mis display. Ouais, je suis super réveillé, ça fait plaisir. Yes. Ok. Maintenant, ce que je veux faire, c'est gérer le nom et l'email quand il y a un problème. Donc déjà, le premier truc dans un vrai projet, c'est que vous pouvez les passer en required. C'est mieux, parce que du coup, le submit ici, d'ailleurs je vais l'appeler submit, donc ne pourra lancer le onSubmit du formulaire. Donc ici, on est sur un workflow onSubmit. Ça ne peut s'exécuter que si les champs required sont remplis. Donc ça, c'est une validation qui est faite au niveau du navigateur. Donc c'est Chrome aussi ou Firefox qui va gérer ça pour vous. Et ils mettent un message d'erreur par défaut. On ne peut pas changer le design. Par contre, normalement, il change selon la langue de l'utilisateur. Mais si vous n'avez pas envie justement d'utiliser ce design par défaut, vous pouvez enlever le required et gérer vous-même le comportement du formulaire. Et on aurait en soi plusieurs manières de le faire d'ailleurs, parce que moi je le fais après la réponse de l'API, mais on pourrait très bien aussi le faire tout simplement en regardant si l'utilisateur a rentré quelque chose dans le champ, ce qui irait encore plus vite. Mais je pourrais vous montrer ça après. Donc là, je vais partir du principe que j'attends la réponse de mon API et que si mon API me dit c'est pas bon, je vais afficher le message d'erreur. Donc là, vous voyez que si je reteste, j'ai ma 400 avec ma donnée qui me dit il manque le nom. Donc soit je pourrais faire un if-else juste après pour regarder si la requête API a une 400 et tout, mais ça, en fait, ça va commencer à me faire un énorme workflow. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser la partie onError. Et en testant mon workflow au global, hop, je vais me mettre là. Donc là, il va tout retester. Tac, tac, tac. Ça peut être un peu long des fois, les appels API. Je suis désolé, c'est l'effet démo. Normalement, c'est très rapide, mais là, il a décidé que ce serait lent. Et en gros, onError, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une erreur n'importe où dans votre workflow, ça va se déclencher. Donc là, vous voyez, typiquement, ce que je vais faire, enfin, je pourrais vous montrer ça tout de suite. Si je fais un change variable value, je prends une variable au pif, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez que si je vais ici, j'ai l'erreur qui a provoqué le fait qu'on passe dans le onError du workflow. Par contre, ce que je veux faire, c'est que là, je vais vous montrer uniquement des erreurs par rapport au fait qu'il manque un champ, mais vous pouvez totalement configurer des erreurs dans Xano, par exemple, pour dire vérifier aussi la taille de l'image, vérifier que l'email est un email valide, ce genre de choses, et renvoyer une autre erreur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est gérer ça avec des options dans le workflow onError. Donc, on pourrait faire ça avec... Ouais, vas-y. Salut Localize, je prends ta question. Est-ce qu'il s'agit de Copilot de Microsoft? Non, WeWeb Copilot, c'est on utilise l'intelligence artificielle dans le contexte de WeWeb pour vous aider. Alors, soit vous pouvez poser une question sur comment on fait quelque chose dans l'outil, soit vous pouvez créer un élément à partir d'un prompt texte, soit si vous êtes dans le contexte d'une formule, vous pouvez demander à filtrer de la donnée, enfin vous pouvez générer du JS dans le contexte de votre application. On a fait un live dédié à ce sujet, donc je vais essayer de te retrouver le lien et te le poster avant la fin du live. Mais voilà, c'est un peu le même, c'est un concept similaire au Copilot de Microsoft, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à construire plus vite. Yep. Donc là, je vais checker, est-ce que c'est une erreur de... Il manque un champ, en fait. Pour ce faire, on va vérifier si, dans ma réponse, le code de statut, c'est 400 et que dans les données de ma réponse,
Alors soit on peut regarder s'il y a error code input error ou alors missing param dans le nom. Ça, c'est un peu comme vous voulez. Mais en gros, c'est est-ce que le message, c'est un de ces messages. Donc là, je vais dire, est-ce que dans le contenu que nous renvoie Xano, est-ce qu'il y a missing param? Là, il va me dire oui. Donc, est-ce que l'erreur, c'est... hop, on va tester une 400. Et est-ce que missing param est dans le message d'erreur? Pourquoi je rajoute un... Il y a missing param parce qu'en vrai, Xano et même la plupart des backends, ils vont vous renvoyer des 400 pour plein d'erreurs. Donc, il ne faut pas regarder que le code d'erreur. Mais c'est intéressant de regarder le code d'erreur aussi parce que si vous avez une 400, c'est que le backend vous répond « Hey, il y a un problème dans ce que tu m'as demandé ». Si vous avez une 500, c'est que vous lui demandez un truc que le backend ne comprend même pas. Donc ça, c'est intéressant de comprendre la différence. 400, c'est « J'ai compris ce que tu m'as demandé, mais il y a un problème ». 500, c'est « Je ne comprends même pas ce que tu m'as demandé » ou alors juste le serveur, il est KO. Donc il faut réagir différemment à ça aussi. Et du coup, tu veux regarder forcément 400, tu veux pas regarder genre qui commence par 4, quoi. Pour toi, Là, l'intérêt, je sais que spécifiquement, comme je regarde un missing field, enfin, est-ce qu'il manque un champ, il va forcément me renvoyer une 400. Mais oui, en fait, je pense que plus tard, ce que je voudrais faire, c'est vérifier si c'est une 400, 404, 429, enfin, t'as plein de trucs différents. Parce que dans les 400, vous avez la 400, je sais plus combien, qui dit que par exemple, vous n'êtes pas authentifié. Enfin, il y a plein de codes d'erreur différents. Ouais. Et c'est intéressant. Et là, je fais un if-else parce que le multi-option ne le permet pas encore, mais on a écrit un ticket. Mais ce qui serait bien dans le futur, quand on le sortira, ce serait carrément de le faire dans un multi-option et de vérifier dans chaque branche quel est le code d'erreur. Mais les branches ne sont pas encore bindables, on va le rajouter. Donc là, pour l'instant, je fais des if, ce qui est un peu moins élégant parce que je vais devoir en faire plusieurs, mais ça fonctionne. Donc là, si ce n'est pas le cas, je ne fais rien. Et si c'est le cas, je vais tester. Hop. Pourquoi je ne peux pas rajouter de trucs ici? Hop. Voilà, parce qu'il fallait que je choisisse un type. Là, je vais vérifier quel type de champ c'est. Donc, je vais rajouter un true-false. Et je vais rajouter, par exemple, missing email. Pour savoir si c'est un email, je vais retourner dans mon erreur, dans la réponse, dans la data. Et là, je vais vérifier si ça contient... Hop, contains... Je vais vérifier si ça contient email. Il y a Nocodjust qui dit « Sur mon formulaire, j'ai géré les erreurs sur le display, du coup, c'est pas la bonne pratique. Est-ce que c'est mieux de le faire en workflow ?» Tu peux le faire en display, ça marche aussi. Tu te retrouves assez vite avec des formules qui sont énormes, je trouve. J'ai failli le faire en display, mais en fait, faire un if en display pour tout, je trouve que c'est plus compliqué à comprendre visuellement. Tu peux totalement, hein, mais en fait, je trouve que visuellement, un workflow, quand tu reviens sur le projet ou quelqu'un d'autre arrive dessus, il va mieux comprendre ce qui se passe et surtout, c'est beaucoup plus simple à mettre à jour. Si demain, ton API de backend, elle change, ouais, voilà. Si ton API de backend, elle change, tu as juste à changer la formule, par exemple, dans ton if, et pas dans le contains, enfin, pas dans les autres étapes. Alors que si tu dois le faire dans une formule, dans le binding, tu dois changer toute ta formule. Et on travaille pas mal sur les formules. C'est un truc qui va être amené à changer parce que les formules vont probablement devenir des mini workflows dans un futur plus ou moins proche pour les formules avancées. Donc, vous pourrez le faire via les... far, far away. Exactement. Mais pour l'instant, je recommanderais de le faire dans le workflow. Ouais. Du coup, si c'est un missing email, si c'est pas, on fait rien. Si c'en est un, ce qu'on va faire, c'est qu'on va display email error. On va changer la valeur de notre variable. On va prendre email. Et là, vous commencez à connaître. On va refaire un create object. Display true. Et text. Please enter an email. Ce qui est bien, c'est que là, je mets le texte en dur, mais si votre API est bien faite, il y a des API où c'est le cas, vous pouvez carrément en texte reprendre le message renvoyé par votre API. Et ça, je m'amuse à le faire. Dans Xano, vous avez l'option de... Enfin, ça dépend de quelles erreurs, mais dans Xano, il y a des erreurs que, typiquement, quand le user n'est pas connecté et tout, vous pouvez personnaliser les messages. Exactement.
Notamment beaucoup moi je fais ça beaucoup avec les préconditions. Ouais, Hop. grave. Donc vous faites un truc du style, je sais jamais où c'est dans data? Non, c'est pas dans data. Non, c'est dans, Sécurité? c'est pas Non. utility functions? Utility, ouais. Préconditions, vous dites, est-ce que l'utilisateur, oui, non et en fait, là, vous avez un message d'erreur Ouais. que vous pouvez personnaliser et ce qui est très cool, c'est que vous pouvez le reprendre tel quel dans WeWeb, par exemple. Il y a Xavier qui dit c'était une annonce en exclu là. Bah oui, c'est la spéciale Quentin. C'est les annonces. Non, les c'est dans annonces. la roadmap. Hein. Ah oui, mais en exclu. Bah oui, non, c'est pas en exclusivité pour nous. Nous, on est au courant, mais c'est en exclu pour nos codes France. Ah, ouais. Ouais. Bon, je pourrais très bien le sortir dans un live en anglais. Hein. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça, copy action, et je vais la coller ici, et je vais faire missing name, et vous commencez à connaître. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai juste besoin de changer ça. Là, je vais changer ma variable name. Je refais un create object. Alors pour ceux qui auraient la flemme, parce que des fois on nous demande create object, c'est pas très lisible, ou create array, vous passez en JavaScript et vous pouvez écrire votre objet vous-même, ça fonctionne aussi. Et vous allez voir qu'écrire un objet, ce n'est pas très compliqué. Et là, je vais mettre please enter. Donc ça, c'est exactement la même chose que create object. Donc quand vous commencez à avoir l'habitude, vous pouvez aussi l'écrire comme ça va très vite. Voilà, donc là, normalement, mon workflow fonctionne. Donc si je le teste... Alors, j'ai oublié un truc, c'est que les messages d'erreur, ils vont rester affichés quand l'utilisateur va retenter sa chance. Donc le truc qu'on doit faire, par contre, c'est au début, on doit reset les variables pour email, name. Oh là là, Quentin, je pense que tu peux toutes les resets d'un coup. Non, on n'avait pas Il n'y ce avait pas une truc-là. action, mais oui, mais je ne l'ai pas retrouvé. Ah, ok. Il me semblait aussi. Ouais, Ce serait bien qu'on l'ait. Ce serait bien que... Bah, add item, en fait. Tu fais un add item, c'est un problème du X. Add item. Add item. Non, tu gardes cette action. Ah, ok. Et va sur l'action et appuie sur le Ouais. bouton bleu, add item. Ah oui, pardon, je l'avais pas vu, je suis trop bête. C'est un souci du X. Oh là là. C'est bien, on s'auto-flagelle. Et en gros, le fait de faire ça, c'est que voilà, ça enlève les messages d'erreur parce que ça va remettre les variables à leur valeur par défaut, qui est display false et texte vide. Donc là, vous voyez, si je fais un submit, je vais voir ce qui se passe dans mon petit workflow. C'est le temps que l'API me réponde. Ah oui, c'est le get user IP qui est un peu long des fois. C'est peut-être pas la meilleure IP que je vous ai, API que je vous ai trouvé, mais il y a des API payantes qui vont plus vite, mais elles sont payantes. Voilà. Et là, vous voyez que je me suis trompé dans mon workflow parce que ça met please enter un email, mais c'est pas grave, ça marche quand même dans les faits. Et globalement, c'est parce que Xano m'a dit il manque un nom. Donc là, je vais juste aller fixer mon workflow. Grâce à la puissance du no-code, je vais pouvoir aller très vite. Missing email, est-ce que j'ai bien pris email? Oui. Email, please enter un email. Please enter a name. C'est display name error. Voilà, le copier-coller. C'est name. Voilà. Donc là, si je teste, on est bon. Donc là, si j'entre un nom et que je ne mets pas d'email, ça va encore un peu mouliner à cause de l'histoire de l'IP. Que tu peux maintenant disable, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais on peut maintenant disable une action bah oui, dans un faisons workflow. ça. Ah bah oui, mais là, elle tourne, donc il veut pas. On va la disable juste après. Attendons qu'elle finisse, comme par magie. Voilà, please enter an email. Nice. Donc là, je vais la disable. Allez, ciao. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer un mail et mettre un fichier qui est beaucoup trop lourd. Donc celui-ci. Et là, il va me dire que c'est le fichier qui est trop gros, normalement. Hop, pareil. Voilà. Et là, si je mets un fichier qui fonctionne, je n'aurai rien, normalement. Et du coup,
Est-ce qu'on aurait un moyen de faire, quelque chose de similaire, mais en parallèle, donc checker une seule fois les 3 choses? Tu sais, parce que là, je me dis: «OK, le user, Ouais. il peut» bon, après, le user, s'il oublie les 3 champs, il fait exprès, quoi, mais je me dis, si c'est Oui, un c'est une bonne formulaire plus grand. question. Le problème, c'est qu'avec les if else qu'on a actuellement, Ouais, il faudrait les mettre les uns dans les autres et je vais attendre qu'on fasse le multi-option bind app parce que du coup, on pourra tout faire et on a fait une action aussi pour exécuter des choses en parallèle qui va arriver. Donc je pense que quand on aura ces 2 actions, ça va être beaucoup plus simple parce que tu pourras dire, en parallèle: «Teste-moi tous les champs». ouais, Par contre, je crois que c'est aussi une limitation de Xano parce que quand il te manque un champ, il te donne pas la liste de tous les champs qui manquent, il te donne le premier qu'il a trouvé, qui manque OK. aussi. Donc il faut que Xano le gère aussi. Mais si tu as une API, il y a des API qui te gèrent ça et qui t'envoient tous les champs. Là, on pourrait le faire. Et c'est pareil, là, en fait, j'ai mis le display error pour l'image de profil dans mon workflow principal. Mmh. Du coup, je peux jamais rentrer dans on-error. Et ce que j'ai fait, c'est que normalement, on devrait bientôt avoir une action, ça pareil, c'est dans la roadmap pour remonter une erreur automatiquement. C'est qu'au lieu de ça, quand on fait ici, on fait un if, et si, par exemple, l'image est supérieure, au lieu de faire un display error profile, j'aurai une action raise error, ce qui fait qu'on rentrerait dans le on error ici. Donc je pourrais le gérer aussi ici. OK. C'est un peu comme ça que font les devs normalement, parce que c'est pas vraiment quand vous avez des erreurs, c'est pas grave que ce soit côté back-end, mais même dans votre code, une erreur c'est une bonne chose si vous savez comment la traiter. Donc ce qui se fait beaucoup, c'est dans des workflows. Ce que font les devs, c'est qu'ils vont eux-mêmes raise, ils appellent ça élever en anglais une erreur, c'est genre dire il y a une erreur et en fait tu as un code au-dessus qui gère toutes les erreurs et qui lui va savoir s'occuper de quoi faire selon l'erreur. Donc c'est ce qui devrait arriver dans quelques. Pareil, je ne sais pas quand exactement, mais globalement c'est pas un gros truc, donc je pense que ce sera d'ici cet été, mais on aura une action pour renvoyer nous-mêmes des erreurs. Et ça aura encore plus d'utilité quand on aura les composants réutilisables parce que les gens savent pas ce qu'il y a dedans, donc il faudra que ces composants soient capables eux-mêmes de renvoyer leurs propres erreurs aussi. Mais voilà, globalement, Cool. notre formulaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitons-en. Vous voulez qu'on revienne sur un truc en particulier? Hop. Ça y est, tout le monde est en train de manger. Tout le monde a quelque chose dans la bouche là. Ils peuvent pas taper. Digestion. Digestion hors de la sieste. Je comprends. Bah, écoute, c'est pas mal pour une fois qu'on finit avec un peu d'avance. Ouais. Et que ça fonctionne. Excellent. Ouais, ça fonctionne presque tout le temps. C'est vrai. Là, je m'amuse maintenant du coup. Je rentre plein d'erreurs, c'est rigolo. Je vais vérifier que ça fonctionne. Je suis tellement in love de ce formulaire magnifique. C'est faux, c'est faux. Bon bah voilà. Merci Benoît. Ah, Merci Xavier, il mange un Benoît. Mr Freeze. Fou. Je suis Il est pas à quoi très ton fan. Mr Freeze? Mais ça te rappelle pas ton enfance? Ouais, il y a beaucoup de trucs de mon enfance, je suis plus très fan, je t'avoue. Les Mr Freeze, les petits Louis et tout, je suis en mode waouh. Oh, les petits Louis! C'était quoi ça déjà? C'était des espèces de C'est des fromages à l'eau fromages chaude là? qui ont un goût de caoutchouc là. Ouais. Non, le Mr Freeze, c'est que j'en ai regouté, j'étais en mode mais c'est que de l'eau en fait. Alors, Prince, on a un live sur Stripe, mais il date un peu, donc ouais, ça vaudrait le coup qu'on en refasse un, tu raison. Et Stripe, c'est si t'es chaud, Prince, ça pourrait être cool que tu nous fasses une petite liste des trucs que tu aimerais qu'on voit. Citron, c'était mon préféré. Pardon. Excuse-moi. Ouais, Prince, si tu peux nous faire une petite liste d'un cas d'usage hyper spécifique que tu veux qu'on regarde, ça pourrait être très cool parce que ça pourrait aussi valoir le coup qu'on améliore notre intégration avec Stripe. Donc tu peux déjà faire pas mal de choses avec le plugin Stripe, Ouais. mais comme Quentin le disait, il y a une petite squad d'intégration là qui s'est créée, dont Quentin fait partie, pour améliorer nos intégrations, nos plugins. Et typiquement, je pense que Stripe, c'est un où ça pourrait être cool qu'on creuse. Donc si tu as un Ouais, cas d'usage précis et des choses précises que tu veux qu'on regarde, n'hésite c'est ça. pas à nous faire Il nous faut une petite liste des de bullet des points. cas d'usage, c'est ça. Parce que c'est des grosses intégrations. C'est un peu comme ChargeJS ou Xano, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses
avec l'autre outil. Et en fait, il y a tout un sujet de comment utiliser, comme la dernière fois, Chart.js, qu'est-ce que vous voulez faire, comment utiliser Chart.js, et là, comment utiliser Stripe, parce qu'on a beaucoup de questions sur la communauté ou le Code France, c'est je ne sais pas configurer Stripe. Et en fait, selon le fait que vous voulez déjà des souscriptions, des produits en euros, en dollars, comment vous gérez la taxe, la TVA et tout, c'est beaucoup de configuration côté Stripe aussi à faire. Donc, Et il y en a que Jess qui dit quel plus soit le live Stripe. Bah, du coup, Jess, pareil, si tu veux nous partager un cas d'usage avec une petite liste de choses que tu essayes de faire, hésite pas. En vrai, même vous pouvez nous faire une petite vidéo sur Loom ou sur Tela pour nous montrer le projet et tout, et ça aidera beaucoup. nous expliquer un peu. Si vous avez peur de partager des trucs confidentiels, pour ce genre de choses, n'hésitez pas à envoyer un DM, du coup, en mode, voilà, vous avez parlé du live Stripe, moi c'est ça que j'essaye de faire, et ça alimentera nos réflexions, on essaiera de vous préparer quelque chose de bien. Ne vous inquiétez pas, on ne partagera pas volume avec tout votre compte en banque dedans. Et Xavier qui dit qu'il a gros use case Chart.js. Un peu pareil, en vrai, s'il y a des cas d'usage que tu veux nous partager, n'hésite pas, on essaiera de prendre le temps. Après, comme disait Quentin, il y a des choses qui sont liées à Chart.js, il y a des choses qui sont... Pour le coup, l'intégration de Chart.js... Enfin bon, bref. Il y a des choses qui sont liées à comment utiliser le web et d'autres qui sont comment utiliser l'API Stripe ou l'API... la librairie Chart.js. Et pareil, Benoît, pour Mapbox. Parce qu'en fait, c'est intéressant, il y a un pattern, c'est que vous demandez tous des outils qui sont énormes, et c'est très bien. Mais il y a un gros sujet qu'il faut apprendre ces outils aussi. Parce qu'on n'aura malheureusement jamais la force de frappe de refaire leur doc, parce que déjà, ils ont une doc. Et il faut aussi comprendre leur fonctionnement, et ça prend un peu de temps. On ne pourra pas tout abstraire non plus dans WeWeb, c'est un truc, on est désolé, mais c'est impossible, parce que c'est d'autres outils en tant que tels. Donc, par contre, si vous avez des use cases précis, comme disait Joyce, vraiment, comment implémenter X ou Y dans le cadre de ce que je veux faire, si vous nous expliquez bien, on peut essayer de vous aider, ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. Ouais, Mapbox, c'est très riche, ouais. C'est un énorme outil, ouais. Donc voilà, mais n'hésitez pas, mais ouais, avec des messages explicatifs, c'est très bien. Si on peut, nous, en fait, si on nous dit une question en mode comment on utilise le plugin Stripe, c'est trop vague et on pourra pas tout couvrir. Mais si vous avez vraiment un truc spécifique, là, il n'y a pas de problème. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, comme d'hab, de souscrire un abonnement, comme dirait McFly et Carlito, à la chaîne Twitch de No Code France. Nous rejoindre sur le channel WeWeb, sur le Slack de No Code France. Et puis, si vous avez envie, on fait aussi maintenant de plus en plus des webinars toutes les 2 semaines en anglais, les jeudis. Jeudi prochain à 17h. Attendez, je vais vérifier. C'est moi qui les organise, je ne sais même plus l'heure. 18h. Et on va voir comment Mathieu, un utilisateur de chez nous, a recréé Twitter dans WeWeb. C'est assez fun. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Je vous partage le dernier, le replay du dernier live, du dernier webinaire qu'on a fait en anglais avec Kian, il est vraiment chouette. C'est rigolo parce c'est rigolo parce que les 5-10 premières minutes, en fait, il explique pourquoi il a choisi la stack WeWeb plus Xano, et franchement, il nous fait une pub de ouf, c'était pas du tout prévu, donc ça faisait juste trop plaisir. Et après, son cas d'usage est vraiment chouette. Il utilise le Kanban de façon hyper créative. Il a fait un Puis il l'utilise pour la santé calendrier. aux US en plus, donc, qui est un gros sujet parce qu'ils ont les sujets du HIPAA, qui est un peu comme la RGPD. La donnée doit être hyper sécurisée. Et ouais, comme disait Joyce, c'est quelqu'un qui ne sait pas coder et qui a recréé un calendrier avec le Kanban où on peut drag and drop les événements. Il a fait des trucs de fou. Genre, son calendrier est limite mieux que le nôtre, quoi. Donc, franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment un vraiment chouette live. Et si certains d'entre vous, d'ailleurs, ont envie de passer pour faire ce genre de showcase, que ce soit en français, en anglais ou les deux, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur No Code France. Parce que nous, on est hyper intéressés pour ça. Et puis, si accessoirement, ça vous donne de la visibilité, encore mieux, quoi. Donc, ouais. Bon, allez, ciao tout le monde. Puis à la semaine prochaine. Salut!